Ok, donc bonsoir à tous. Donc effectivement, donc mon projet a porté donc sur l'identification de biomarqueurs donc qui seraient prédictifs de la réponse au fer oral donc pour des patientes qui souffriront donc d'anémie par déficit en fer. Alors on va commencer par une petite introduction, donc, parce que l'anémie sur la carence en fer est une pathologie très fréquente puisqu'on estime qu'elle touche environ 30% de la population mondiale. Et donc, parmi donc, ces cas d'anémie, donc, environ la moitié peuvent être attribués à un déficit en fer. On a certains types de populations donc, qui sont particulièrement à risque de développer des anémies sur carence martiale et qui sont surtout les jeunes enfants et les femmes enceintes. Pourquoi? Eh bien, parce que pour ces deux populations, eh bien, on a une augmentation des besoins, donc à la fois pour la croissance chez l'enfant et pour un développement fœtal optimal chez la femme enceinte. Alors, en ce qui concerne les femmes en âge de se reproduire, eh bien, les pertes menstruelles sont la première cause d'anémie sur déficit en fer. Et donc, on a environ 63% des patientes qui vont rapporter donc, des menstruations importantes, qui vont souffrir soit de carence en fer isolée, soit d'anémie sur carence martiale. Alors, cette anémie va avoir différentes conséquences, hein, notamment l'altération du développement neuronal chez l'enfant, donc avec déficit cognitif, et chez les femmes en âge de se reproduire et les femmes enceintes, eh bien, on aura surtout une diminution des capacités physiques et mentales et un risque de prématurité, donc dans le cas de grossesse. Le traitement de l'anémie sur déficit en fer est relativement simple, hein, il est basé sur deux principes. Tout d'abord, traiter la cause sous-jacente, donc à l'origine des pertes en fer, et ensuite la supplémentation en fer par la voie la mieux appropriée. Alors pour le traitement donc, des anémies légères à modérées, donc on considère un taux d'hémoglobine supérieur à 8 grammes par décilitre, eh bien, le traitement de première ligne pour les anémies sur déficit en fer est le traitement en fer Péros. Alors ici, pour vous montrer donc, les résultats d'une étude qui a été publiée par l'équipe de Kamaskela en 2014 et qui a étudié donc, 300 patients consécutifs donc, qui souffraient d'anémie sur déficit en fer, eh bien, vous voyez que les ménorrhagies sont une cause très fréquente d'anémie sur carence martiale. Et parmi ces patients donc, qui vont être placés sous un traitement en fer Péros optimale, hein, c'est-à-dire entre une dose de fer ferreux entre 100 et 200 mg de fer ferreux par jour, eh bien 38% d'entre elles ne vont jamais répondre à ce traitement de supplémentation en fer oral. Alors, quel est le lien finalement entre l'anémie sur déficit en fer et l'hepsidine? Eh bien, l'hepsidine, c'est un petit peptide donc d'environ 2800 daltons, qui est principalement donc sécrété par les hépatocytes et qui va jouer un rôle majeur puisque c'est la molécule clé de la régulation systémique du fer. Alors, au niveau de son mode d'action, donc il va pouvoir interagir donc avec la ferroportine, hein, qui est le seul exportateur de fer connu chez les mammifères. Et donc, suite à cette interaction avec la ferroportine qui est présente au niveau de la membrane des entérocytes, des hépatocytes et des macrophages, eh bien, on va avoir formation donc d'un complexe qui va être internalisé et dégradé. Alors, les conséquences de l'action de l'hepsidine vont donc être une diminution de l'absorption de fer donc, intestinale et une diminution du relargage du fer hépatocytaire ainsi qu'une diminution du recyclage du fer macrophagique. Alors, comment se comporte l'hepsidine finalement dans l'anémie sur la carence en fer? Eh bien, la régulation de l'hepsidine est principalement transcriptionnelle et donc, dans le cas d'un déficit en fer, donc qu'il soit associé ou pas à une anémie, eh bien, on va avoir une réduction de la transcription de l'hepsidine. Alors, le but de tout ça est vraiment de jouer un rôle dans l'homéostasie du fer et de pouvoir
finalement ouvrir les robinets de manière à favoriser donc à la fois l'absorption de fer au niveau du tractus digestif et également l'excrétion et le relargage du fer au niveau macrophagique. Alors, quel est le rôle de l'hepcidine donc, dans l'évaluation de la réponse lors d'un traitement au fer oral? Donc ici, nous avons repris les résultats d'une étude qui a été publiée donc, en 2013 par l'équipe de Breckman, qui s'est basée sur 44 patients donc, qui souffraient d'une anémie sur carence en fer et qui ont été placés donc, sous une thérapie classique en fer ferreux durant 14 jours. Et après 14 jours, ils ont pu identifier les patients répondeurs et non répondeurs en considérant les patients non répondeurs comme ayant une augmentation du taux d'hémoglobine inférieure à 1 g par décilitre. Alors, ce qu'ils ont pu en conclure, c'est que lorsqu'on regarde les taux basaux d'hepcidine, eh bien, on voit que la plupart des patients donc, qui avaient un taux d'hepcidine basale supérieur à 20 nanogrammes par décilitre n'ont pas répondu au traitement en fer oral. Alors, cette étude est intéressante, mais elle présentait certaines critiques. Tout d'abord, le fait que finalement, donc, pour les dosages de l'hepcidine à l'heure actuelle, il n'y a pas de matériel de référence donc, pour la quantification. Et c'est un article donc, qui a utilisé donc, une méthode immunologique donc, pour la mesure de l'hepcidine qui est bien connue pour poser des soucis de réactivité croisée. Enfin, donc, on a également donc, le fait que les prélèvements pour le dosage de l'hepcidine basale n'ont pas été standardisés. Or, l'hepcidine présente une très forte variation circadienne. Donc, c'est possible que si l'auteur avait standardisé les heures de prélèvement, eh bien, on aurait eu encore une meilleure discrimination donc, entre ces deux populations. Et enfin, donc, c'est vrai qu'il pourrait être intéressant d'ajouter donc, des marqueurs réticulocytaires qui sont connus pour pouvoir évaluer donc, la réponse médulaire lors de traitements de supplémentation en fer. Alors, pour les objectifs de cette étude, donc, comme on l'a dit préalablement, c'est d'identifier des biomarqueurs qui permettraient de prédire l'absence de réponse lors d'une thérapie en fer oral. Et le but final de cette étude, c'est vraiment d'éviter une thérapie longue de supplémentation en fer oral qui est bien connue pour avoir des effets secondaires. Donc les traitements en fer péros sont des traitements de minimum 3 mois. Et donc, ce traitement peut s'accompagner de multiples effets secondaires au niveau du tractus digestif et également d'une modification de microbiote. Donc, le but, c'est vraiment, pour les patients qui ne vont pas répondre à un traitement en fer oral, de pouvoir proposer donc, un shift très rapide vers une formulation parentérale. Alors, pour les matériels et méthodes, donc, dans cette étude, donc, nous souhaitons inclure donc, des patients de plus de 18 ans qui présentent une anémie sur carence martiale et qui vont être référés donc, spécifiquement en gynécologie donc, pour évaluation de saignements menstruels importants. Et au niveau de nos critères d'exclusion, eh bien, on aura la grossesse et enfin d'autres conditions comme les maladies inflammatoires intestinales ou une histoire de chirurgie bariatrique, qui sont des conditions qui nécessiteront à ce moment-là donc un passage direct vers une supplémentation parentérale en fer. Alors pour les variables biologiques mesurées, eh bien, on a l'hepcidine par une technique de spectrométrie de masse hautement spécifique et sensible, et les paramètres réticulocytaires qui sont le contenu en hémoglobine réticulocytaire et la fraction des réticulocytes immatures donc, seront mesurés donc, sur les automates d'hématologie du LHUB. Pour le design de l'étude, nous souhaitons donc recruter 100 patients. Donc, on a un temps d'étude qui est estimé à 2 ans. Alors, la première chose sera de vérifier que le profil biologique et hématologique de la patiente est bien compatible avec une anémie sur carence martiale. Et dès l'instant où les résultats sont confirmés, à ce moment-là, il sera proposé donc, à la patiente de participer donc, à la présente étude. Alors, on aura un premier échantillon de sang donc, qui se réalisera durant une période standardisée, donc entre 7h30 et 10h, puisque dans les paramètres biologiques qui seront mesurés, eh bien, on retrouvera l'hepcidine. Puis la patiente
démarra sa thérapie de supplémentation en fer oral. 7 jours après, donc, on a une deuxième prise de sang qui sera réalisée donc, pour pouvoir visualiser donc, comment se comporteront les marqueurs réticulocytaires. Et cette thérapie en fer oral sera prolongée durant encore 3 semaines. Et au bout finalement de 4 semaines de supplémentation, eh bien, on remesurera donc, les paramètres hématologiques et biologiques. Alors, grâce à ce design d'étude, eh bien, au J28, eh bien, on pourra vraiment identifier donc, les patientes qui auront répondu au traitement en fer oral versus les patientes qui n'auront pas répondu. Alors, pour l'interprétation des résultats, elle est relativement simple. Donc, comme je l'ai dit, l'absence de réponse au fer oral donc, sera définie comme étant une augmentation du taux absolu d'hémoglobine inférieur à 4 grammes par décilitre. Et donc, on va pouvoir finalement identifier 2 groupes, les patientes répondantes et non répondantes. Et ensuite, donc, grâce à ce gold standard, donc, qui sera finalement l'augmentation du taux absolu de l'hémoglobine, eh bien, on va pouvoir évaluer l'efficience diagnostique, donc à la fois de la valeur basale de l'hepcidine et également donc, du pourcentage d'augmentation des paramètres réticulocytaires. Alors, au niveau de l'avancée du projet, donc je dois vous avouer qu'on a eu un petit peu des soucis suite à une démission d'une personne qui intervenait dans l'équipe de l'étude. Donc, on a dû reformuler et revoir cette équipe et reproposer donc, le projet donc, au département de gynécologie et d'obstétrique de l'hôpital Erasme. Donc, bien sûr, c'est une étude donc, qui va se réaliser donc, en collaboration du LHUB et également donc, du service de gynécologie et obstétrique de l'hôpital Erasme. Alors, l'équipe qui va être inclue donc, dans ce processus de recherche sera le docteur donc, Imperiale et l'infirmière de recherche qui est Françoise Ferry, donc ils seront toutes les deux impliquées dans le recrutement des patientes. Et cette étude se réalisera donc, sous la supervision du professeur Anne Delbar. Alors, suite à tous ces petits couacs, finalement, donc on a quand même introduit le protocole au comité d'éthique en août 2020. On a introduit toute une série de petites modifications mineures du projet et nous attendons donc la décision finale du comité d'éthique de l'hôpital Erasme pour pouvoir initier le recrutement des patientes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.